invité à parler lors de votre colloque. Alors oui, c'est effectivement comment évaluer les innovations. Euh, D'une manière générale, je ne vais pas faire de cours méthodos sur comment évaluer une innovation, mais je pense qu'on va plutôt aller voir dans le concret en fait de quoi il s'agit. Et surtout, c'est la question, et c'est une question qui est finalement assez éminemment éthique, c'est est-ce qu'elles sont toutes recevables, ces innovations qu'on a dans nos différentes institutions. Et c'est aussi, donc je vous prends sous le prisme plutôt de la gérontologie d'une manière générale et aussi du médico-social. Et donc du coup, je vais vous donner un certain nombre d'exemples par rapport à ça. Mais je suis assez content de voir qu'effectivement, finalement, on reste dans ce côté prise en soin, prendre soin de l'autre aussi dans les différents exemples qu'on a vus, tant avec OZOAI qu'avec Andy Block. Et je trouve que c'est effectivement très encouragé dans ce sens, enfin très encourageant d'aller dans ce sens-là. Alors le contexte de l'offre médico-sociale en géronto, il est le suivant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des solutions qui sont collectives pour une société qui est plutôt individualiste. On accueille des gens en EHPAD, on accueille des gens dans des hébergements collectifs. C'est pas une tare d'être individualiste, c'est une culture. Donc voilà, c'est comme ça. Une baisse des moyens, une crise financière, je pense que je ne vais pas faire de long discours là-dessus. Le souhait de rester le plus longtemps possible à la maison, une évolution des profils des personnes âgées qui rentrent dans ces établissements-là. Alors oui, une mutation de la dépendance, on a des personnes qui rentrent de plus en plus dépendantes dans les EHPAD. On a aussi une mutation sociologique, c'est-à-dire que ceux-là même qui ont construit ces établissements-là, aujourd'hui, finalement, ils se rebellent un peu contre ça, et c'est allé pour leurs parents, mais pour eux, ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc il y a vraiment cette question de la recevabilité qui est derrière tout ça. Puis quand on parle de recevabilité, c'est aussi du point de vue des professionnels, où on se rend bien compte que dans tout ce contexte-là, il y a une attractivité des métiers du grand âge qui est en grande souffrance finalement, il y a une grande souffrance morale de ces professionnels-là qui posent un certain nombre de questions. Et puis enfin, il y a effectivement toutes les injonctions inclusives qu'on a de toutes parts, de toutes les grandes institutions qui viennent ajouter un peu une couche à tout ça. Bref, on a un contexte qui est plutôt favorable à l'innovation. On a parlé d'architecture, on a parlé de technologie, on a parlé de management, d'organisation, on peut parler d'habitat alternatif, on peut parler d'attractivité des métiers, d'intervention non médicamenteuse, de grande dépendance, de développement durable. Bref, il y en a une liste assez longue comme ça, et qui montre bien qu'il y a quand même un terrain assez fertile pour toute l'innovation. Alors c'est vrai que nous, au Living Lab, on reçoit quand même tous les ans un certain nombre d'entrepreneurs, de personnes qui ont des idées, des soignants, etc., qui disent tous, qui arrivent tous en disant j'ai une idée absolument formidable. Il faut qu'on l'évalue scientifiquement. Je l'ai testé sur ma grand-mère, ma grand-tante, etc. Tout va bien, elle est super contente et vraiment j'ai vu qu'elle en avait besoin. Donc c'est comme ça que j'ai monté mon innovation. Il y a le docteur, le médecin coordonnateur du coin qui m'a dit que c'était absolument génial. Donc j'ai la caution scientifique. Ouais, enfin, c'est un médecin quand même sur beaucoup d'autres médecins. Donc je ne sais pas si ça suffit pour ça. Et puis j'ai fait une publication dans le journal local. Donc tout va bien, on peut y aller. Faisons l'évaluation. Ce qu'il y a, c'est que faire l'évaluation d'une innovation dont on n'est pas trop sûr si elle fonctionne réellement, une évaluation c'est très très coûteux d'une manière générale. Et ça nécessite quand même un certain nombre de précautions avant de commencer à l'évaluer. Et c'est vrai que euh, on a eu des grandes chances, on a à peu près 95% de chances de ne rien montrer sur une innovation dont on n'a pas fait la preuve de concept. Et c'est un peu là-dessus qu'on est parti, en se disant, d'accord, on veut faire une évaluation en milieu médico-social. D'abord, c'est quoi le milieu médico-social? C'est quoi le médico-social? Si vous en référez à la CNSA, sa définition, c'est l'ensemble des dispositifs qui composent le secteur médico-social. Donc les MAIA, les DAC, les EHPAD, les SSR, tout ça, ça fait partie du c'est ce qui définit le médico-social. En fait, il y a assez peu de choses là-dessus et en fouillant un peu, j'ai été voir, finalement, j'ai trouvé qu'effectivement en santé publique, on parlait de médecine sociale, ce qui s'en rapprochait le plus, où effectivement il rattachait le médico-social à ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est finalement un domaine dans lequel on va tenir compte du contexte social, on va l'adapter aux moyens, aux ressources, aux conditions de vie des personnes auxquelles on s'adresse. Donc on est vraiment dans cette optique de singularité, de sollicitude de la personne, du contexte et du prendre soin d'une manière générale. Et c'est vrai que ça m'a assez rapidement fait penser au CARE, où on est effectivement dans une réponse pratique aux besoins des personnes, mais on est aussi dans quelque chose de très très concret par rapport à ce dont ont besoin les personnes. Et on l'a bien vu avec les deux exemples précédents, on est vraiment dans le concret
du petit besoin qu'on peut avoir et qui va faciliter les choses derrière et qui va permettre de mettre en place un soin, de prendre soin auprès de ces personnes-là. Et du coup, on s'est fondé sur l'éthique du care, tout simplement. On a été chercher les 4 grandes dimensions morales de l'éthique du care. Faire attention à la personne, s'occuper de la personne, prendre soin de la personne, mais aussi recevoir le soin. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. C'est pas juste une histoire de donner un soin. Donner un soin en tant que tel, si la personne n'est pas consentante, on est presque dans un côté de maltraitance, finalement. Donc là, c'est vraiment prendre soin, c'est développer cette interdépendance, développer finalement ces terrains de coexistence avec les personnes. Et on est parti là-dessus, c'était le premier schéma finalement qu'on a fait dessus, c'est de se dire finalement on pourrait faire une preuve de soin, une preuve de prendre soin des personnes sur ces différentes innovations, et pour que on soit sur une sorte de preuve de concept finalement au regard des innovations médico-sociales, et pour qu'elle passe finalement ces preuves de concept, il faut qu'elle puisse répondre à ces 4 grandes dimensions morales. Et donc on est vraiment parti là-dessus, et à partir un peu de nos... Et en fait c'est un peu à partir aussi des différentes expérimentations qu'on a pu faire au sein du Living Lab, et où on a vu qu'il y avait toutes ces questions-là, elles se posaient vraiment en pratique, et en pratique clinique. Et le premier exemple qu'on a eu, c'était une jeune médecin qui s'appelle Claire Billy, et qui a souhaité faire toute une étude sur les textures modifiées, et notamment les textures gélifiées, pour hydrater les personnes âgées en établissement. Et donc du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a fait une petite enquête auprès de 71 des établissements. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils utilisaient comme gélifiant, et puis on a posé un certain nombre de questions et aux professionnels et aux patients. Et en fait, déjà, on a recensé 14 gélifiants avec 14 compositions physico-chimiques différentes. Donc ça posait un certain nombre de questions, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas trop ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui est prescrit alors que ce n'est même pas un dispositif médical, donc ça pose une autre question. Et puis quand on pose la question de qui est-ce qui va l'acheter, finalement, ce n'est pas à la pharmacie du coin qu'on va l'acheter, on va l'acheter dans une centrale d'achat, et c'est bien souvent le cadre de santé, c'est bien souvent, dans le meilleur des cas finalement, le chef cuisinier sinon qui va les commander, ou alors le responsable des achats de l'établissement dans lequel on se trouve. Donc finalement, on ne sait pas trop ce qu'on prescrit aux personnes, on prescrit juste des textures modifiées, sans trop savoir même ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est une prescription qui est finalement un petit peu hasardeuse. Et puis quand on les fait goûter, parce qu'on s'est amusé à les faire goûter au tout venant, de l'avis de tous, c'est vraiment pas bon quoi en fait. Et quand on met un gélifiant dans un liquide, ça change complètement le goût de ce que l'on a. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, quand on pose la question aux résidents dans ces EHPAD, qu'est-ce qu'ils en pensent, finalement ils se disent on le fait quand même pour ma santé. Donc oui, ils ont tendance un peu à surévaluer, en tout cas à dire que oui, c'est bon pour moi, donc c'est plutôt bon, et donc du coup on s'habitue finalement à ce goût-là, et finalement c'est un peu plus une marque de confiance envers les professionnels par rapport à ça. Les soignants, eux, à l'inverse, comme ils savent le goût que ça a, ils poussent plus à essayer de changer le gélifiant qu'ils vont acheter, ou que leur direction leur achète, et donc du coup ils vont avoir tendance à sous-évaluer tout ça. Mais c'est vrai que quand on pose la question d'un point de vue expérientiel, il y a un des résidents qui nous a dit quelque chose qui était très juste, c'est finalement un choix effrayant entre boire et respirer. Donc finalement, on n'a pas tellement de choix de ça, et c'est pas tellement recevable ni de la part des uns ni de la part des autres. On voit bien de la part des professionnels, mais on continue à faire avec et on se pose pas forcément toutes ces questions-là. Même chose sur les matelas à latéralisation automatisée contre les escarres, où en fait on vend plein de types de matelas, dont ces matelas-là, et en fait on a posé la question aux professionnels, c'était censé améliorer les troubles musculo-squelettiques des professionnels, leur faire gagner du temps. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que d'une manière générale, en fait, les recommandations de bonnes pratiques sur ces matelas-là ne sont pas suivies par les professionnels. Et que du coup, on a des personnes avec des indices de masse corporelle qui sont trop élevés ou trop bas, qui vont aller sur ces matelas-là, et pour lesquels ça va plutôt aggraver les potentiels escarres. D'autre part, le gain de temps, il n'y est pas du tout, et c'est là où on voit que le prendre soin, il est important, c'est-à-dire que les professionnels, pendant ces actes où ils vont déplacer, où on va manipuler les personnes, c'est aussi un moment donné où ils vont prendre un temps privilégié avec ces personnes-là, s'assurer qu'elle va bien, échanger avec la personne. Et en fait, ces temps-là, ils continuent à les prendre derrière, ce qui est rassurant et ce que je trouve très bien. Et donc du coup, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions par rapport à tout ça. Et puis dernièrement, j'ai mis les chutes, les détections des chutes aussi, où on nous en a beaucoup parlé, où j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 semaines, j'ai 4 entreprises qui m'ont appelé de détection des chutes. Je pense que c'est un regain d'intérêt pour le plan anti-chute.
Et effectivement, on parle de prévention. Ce qu'il y a, c'est qu'une détection de chute, on n'est pas dans la prévention, on est dans la détection de chute. Donc on la chute, la personne, elle chute. Et en fait, très clairement, la question, c'est de se dire, bah oui, on a détecté la chute, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on veut qu'elle soit allongée le moins longtemps possible par terre, parce que ça va améliorer les choses, mais est-ce que déjà, d'une part, ça détecte aussi les chutes molles des personnes? Les chutes molles qui sont généralement synonymes de syncope, et donc du coup, là, ça devient un peu plus embêtant, et il faut agir vraiment très très rapidement. Et puis, ben, donc, on a tous ces magnifiques procédés, dont les colliers, les bracelets, etc., qu'on va mettre autour du poignet. Et puis, il y a cette question de l'esthétisme, de la recevabilité des personnes qui les portent. Où très clairement, ce qu'elle nous renvoie, c'est de nous dire, les personnes qui portent des colliers, par exemple, ou avec un pendentif, vous voyez, c'est très esthétique. Ils nous disent, finalement, l'hiver, ça va, parce que c'est sous les vêtements, mais dès que l'été vient, on a un peu tendance un peu à le laisser de côté. Et puis les professionnels, quand on leur pose la question, ils vont dire, oui, mais il y a un risque de strangulation quand même des personnes, ce qui est un peu un fantasme, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été documenté par rapport à ça. Et donc du coup, ils vont le retirer, mais c'est un fantasme qui est entretenu, mais c'est un fantasme qui est sans doute tout à fait louable, en fait. Et donc du coup, ils vont retirer ce pendentif pendant la nuit, ils vont le mettre sur la table de nuit. Du coup, si la personne se lève pendant la nuit, vous imaginez bien qu'elle ne va pas remettre son pendentif juste pour aller aux toilettes. Où là, généralement, on va avoir éventuellement un risque de chute. Et puis, généralement, en fait, le pendentif, il va y rester quasiment toute la journée sur la table de nuit de la personne, parce qu'on va oublier de le mettre. Bref, en fait, l'objectif, c'est un peu de sortir de ces compensations et de se dire comment est-ce qu'on peut aller dans autre chose que compenser les personnes, et comment est-ce qu'on peut promouvoir finalement les compétences des personnes pour gérer elles-mêmes leur propre vie, notamment avec les œufs gélifiés, les textures modifiées, où très clairement, où toutes les personnes qui sont en texture modifiée pendant la journée, c'est le jour où il y a des frites et du poulet, tout le monde mange des frites et des poulets, en fait. On ne va pas commencer à mixer les frites. Et ça pose un certain nombre de questions. Donc il y a d'autres techniques. Pareil pour les chutes, la question, c'est pas de se dire comment détecter les chutes, mais comment gérer les chutes. Et là, il faut pouvoir renvoyer aussi ça à tous ces constructeurs en se disant, en fait, ça ne suffit pas juste de détecter les chutes. C'est comment est-ce qu'on va prévenir les chutes suivantes, une fois qu'on sait que la personne est à risque de chute. Et puis il se pose aussi la question de l'utilisation en vraie vie de toutes ces innovations. Et là, j'aime bien prendre l'exemple des interventions non médicamenteuses pour les personnes qui sont atteintes de l'anémie d'Alzheimer, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à ce niveau-là. Il y a beaucoup de guides qui sont sortis dans tout ça. On a des interventions qui sont de plus en plus documentées scientifiquement, étayées. Mais malgré ça, dans les établissements, en fait, on se rend compte que elles sont très très peu accessibles. Les intervenants potentiels ne sont pas accessibles sur tous les territoires. Et puis, on ne va pas se payer un 100% de musicothérapeute, un 100% de thérapeute de réminiscence, un 100% de thérapie de simulation. Enfin, on va jamais s'en sortir et on n'a pas les moyens de le faire. Et à côté de ça, on a beaucoup d'entreprises qui nous vendent beaucoup de produits qui sont censés être des interventions non médicamenteuses pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, et pour laquelle la question de la recevabilité de la part des professionnels revient souvent en disant, est-ce que ces produits finalement ne sont pas un peu infantilisants aussi au regard des personnes dont on s'occupe? Pourquoi pas? Et puis après, quand on leur pose la question, est-ce que vous les avez validés scientifiquement? Est-ce que vous avez fait une évaluation scientifique de votre évaluation, de votre innovation? Ils nous disent oui, ça guérit la maladie d'Alzheimer. Enfin, les personnes vont mieux après. On améliore les conditions. Alors tout au plus, on ralentit, pour avoir fait beaucoup d'expérimentations sur les interventions non médicamenteuses, on ralentit un peu la progression de la maladie d'Alzheimer, on ralentit un peu la perte d'indépendance de ces personnes-là. Mais voilà, ça donne un peu l'impression de ce qu'on en vendait, de tous ces beaux sirops qu'on en vendait au début du siècle. Et puis on a aussi des modes de fonctionnement parfois un peu douteux sur certaines innovations, où on parlait tout à l'heure de pédocriminalité. Là, on est presque sur la zoocriminalité, c'est que pour allumer le phoque paro, il faut quand même lui faire un toucher rectal, ce qui n'est pas toujours si évident que ça. Et oui Alice, il faut faire ça. Je t'invite à essayer, c'est assez intéressant. Bref, l'autre question aussi qui se pose comme question, c'est d'identifier tous les besoins et les ressources, enfin les sources finalement de ces besoins-là. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure d'architecture, et j'en suis très content, mais c'est vrai que quand on pose la question, quand on regarde le rapport des défenseurs des droits, il nous dit que finalement l'architecture des EHPAD aujourd'hui, enfin les EHPAD d'une manière générale dans leur fonctionnement, dans leur organisation, contrevient finalement aux droits fondamentaux des personnes. Il fait plusieurs propositions d'ailleurs, je vous invite à lire ce rapport-là. Et puis quand on pose la question au Haut Commissariat des personnes en situation de handicap de l'ONU, eux ils disent très clairement il faut fermer toutes les structures médico-sociales en France. Et ils pointent la France en particulier en disant que c'est une forme de ségrégation que de faire des institutions là-dessus.
Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça, mais ça pose quand même un certain nombre de questions par rapport à tout ça. Et puis, aujourd'hui, on disait tout à l'heure, j'aime rien sans nous pour nous. Là encore, tous ces 68 arts d'hier arrivent en disant, maintenant, tout sauf les pas de point d'interrogation. Donc, c'est pas dire il n'y a pas d'EHPAD, mais c'est en tout cas leur poser la question, et ils veulent qu'on leur pose la question, et c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent faire là-dessus. Derrière ça, on a plein de rapports qui sont parus sur qu'est-ce qu'il faut faire sur l'habitat inclusif, sur les EHPAD d'une manière générale, sur l'EHPAD du futur. Et du coup, je me suis posé la question, finalement, c'est quoi cette évolution qu'on a entre les EHPAD d'hier, aujourd'hui et de demain? Et il y a une chose que j'aime bien faire avec mon fils aîné, c'est de l'urbex, de l'exploration urbaine. Donc de temps en temps, on tombe sur des friches urbaines et de temps en temps, on tombe sur des EHPAD ou sur des hôpitaux, des choses comme ça, et on peut en visiter. Donc du coup, ça me donne un peu une vision de ce que c'était que le modèle d'hier de l'EHPAD. L'EHPAD d'hier, si vous regardez bien, on a le lit médicalisé, tout à gauche, avec la petite tablette qui va avec. On a le poste de soins, on a la balnéothérapie, ces lieux de convivialité. Et puis, on parlait tout à l'heure des V120, des V240. On y est, un bel établissement avec 120 lits, V pour vieux, 120 pour 120 lits. Donc, déjà, il faut aller chercher tout ça. Et puis voilà quoi. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, et là j'y vais assez fréquemment pour pouvoir prendre des photos moi-même, tout simplement de ce qui s'y passe, on a effectivement ces chambres avec un lit médicalisé, la petite tablette qui va avec, le poste de soins, la balnéothérapie, les lieux de convivialité et encore ces établissements qui vont regrouper 80, 120, 240 personnes. Et du coup, je me suis dit, c'est chouette, on a plein de rapports, on a plein de choses qui sont arrivées sur ce que ce serait que les pattes de demain, finalement, les pattes du futur, comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et du coup, j'ai été voir les projections qu'on donne sur les pattes du futur. Et là, a été ma surprise, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu effectivement qu'on avait ces belles chambres avec des lits médicalisés, alors avec une autre forme, c'est vrai, mais toujours la petite tablette qui va avec, le poste de soins, la balnéothérapie, probablement avec un reste à charge assez important. Oui, il faut dire quand même les choses qu'elles sont. Les lieux de convivialité et toujours ces bâtiments qui sont les EHPAD du futur qui vont regrouper 80, 120 personnes. Donc très content de voir que vous allez pouvoir faire grâce à Zoai des petites maisonnées, mais même je pense que même sans Zoai on peut faire des petites maisonnées. En fait, il faut y mettre un peu de volonté. Et c'est vrai que pour tout ça, finalement, il faut réfléchir un peu, il faut avoir cette réflexion éthique derrière. Il faut essayer de définir le problème et le passer sous le filtre éthique. Je vais bientôt finir, j'en ai promis. je vois bien ça. Et donc du coup réfléchir au contexte, à la personne, aux contraintes, au cheminement décisionnel qu'on va avoir dans tout ça. Et c'est vrai que à partir des 4 grandes étapes qu'on vous a montrées tout à l'heure, finalement on en a défini 4 grandes, 3 grandes je veux dire, et dans la dernière on traite deux des étapes. Et du coup l'objectif, nous, quand on va voir une innovation, quand on le passe sous le filtre de l'éthique du CARE, c'est de se dire comment est-ce qu'on va identifier, qu'est-ce qu'on va délimiter comme besoin, quel type de solution est-ce qu'on va rechercher, est-ce qu'il faut en construire une nouvelle, est-ce qu'il en existe sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire comme amélioration sur ces solutions-là. Et puis toute la pertinence aussi de ces innovations en milieu réel, en vie réelle, tant en termes d'opérationnalisation, est-ce que ça s'insère bien dans le système de soins dans lequel on veut l'insérer, et est-ce que c'est acceptable d'une manière générale. Je donne un dernier exemple quand même sur ce qui est bien, sur ce qu'il faut faire. 30 secondes. 30 secondes, ok. Quand on regarde les déterminants de la santé, très clairement, quand on parle, parmi les déterminants de la santé, il y a les patrimoines génétiques et la biologie qui va contribuer pour à peu près 8%, les soins médicaux et paramédicaux qui vont contribuer à peu près à 17 à 20%, selon les modèles. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui est habitude de vie, environnement de la personne, et qui n'est quasiment pas traité aujourd'hui dans nos institutions, on se rend compte que ça va contribuer jusqu'à 75% de ces déterminants de santé. Et c'est vrai que du coup, quand on y réfléchit un peu, et quand on va chercher, et vu que ce n'est pas des grandes innovations, on n'a pas vraiment inventé le fil à couper l'eau tiède, on s'est juste dit, finalement, comment est-ce qu'on va préserver les habiletés des personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer en établissement. Et là, on est parti vraiment sur le côté participation ordinaire et préventive, POP. Moi, je trouvais ça assez sympa en référence à Pop 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 sur France Inter, mais bon, voilà. Et finalement, en fait, on se rend compte que on va prendre ces 4 grandes étapes de l'éthique du CARE et on va remplir ces 4 grandes étapes. Et finalement, c'est des lieux, des terrains sur lesquels finalement la personne ne va être ni sujet ni objet de soins, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être sous une autorité médicale, elle a le droit de refuser, elle a le droit de décision sur sa propre vie. Et en fait, en le testant, et on a fait, c'est vraiment la dernière diapo, après j'arrête, et on s'est amusé avec l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve à tester ces POP. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a été chercher un Airbnb
en Bretagne, à Effignac, pour accueillir 6 personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et je leur ai bien dit de ne pas prendre celles qui avaient le moins de troubles du comportement, mais plutôt celles qui présentaient des gros troubles du comportement pour lesquels c'était difficile de s'occuper. Donc il y a eu un choix qui a été fait là-dessus. 6 personnes, 3 professionnels, 2 la journée et un la nuit. On les a emmenés donc, dans ce magnifique gîte qui est là, qui n'avait absolument rien d'adapté, hein, ni pour le handicap, des escaliers, le four, etc. Tout était à portée de main, bref, rien de sécurisé. Et une semaine dans laquelle tout s'est merveilleusement bien passé. Les professionnels ont retrouvé du sens. Les personnes qui sont atteintes de d'Alzheimer, qui sont là en train de piétiner, qui sont apathiques, etc., dans les unités de soins, bah, tout d'un coup, elles se ravivent, elles refont par elles-mêmes, elles reprennent une vie normale. Et finalement, et j'ai juste assisté moi à une scène qui était assez intéressante, c'est qu'il y avait ces 3 dames qui étaient là dans la cuisine juste après le déjeuner. Les professionnels étaient partis avec une autre des dames pour effectuer un change, enfin, en tout cas pour s'occuper d'elles. Et elles ont dit, bah, c'est quand même le bazar. Et finalement, bah, ces 3 dames qui ont la maladie d'Alzheimer, qui ne font rien dans l'unité de vie dans laquelle on les accueille, elles ont rangé toute la cuisine, mais absolument parfaitement. Elles ont mis en route le lave-vaisselle. Donc elles savent très bien faire toutes ces choses-là. Et c'est là où ça devient intéressant en fait. Et c'est là où on voit que bah, finalement cette innovation-là, en créant ce terrain de coexistence entre j'arrête, en créant cette Merci, Kevin. interdépendance, ça fonctionne.